Et 78 personnes ont été interpellées. Oui, effectivement, des troubles à Hong Kong qui viennent s'ajouter déjà aux risques qui planent sur les marchés, risques géopolitiques. On va en parler avec Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Bon, c'est le matin pour vous à New York. Dans quelle mesure est-ce que les événements du week-end à Hong Kong, alors il faut bien le dire que personne n'avait vu venir, en tout cas dans cette ampleur, dans quelle mesure est-ce que cela a un impact ce matin sur le sentiment de marché à New York ? Ça a certainement un impact assez important parce que si on regarde en fait déjà la semaine dernière, on avait eu vraiment une remontée de la volatilité sur les marchés. Vous aviez un jour de hausse, par exemple le mardi, avec une hausse de plus de 0,6%. Un jour de forte baisse, c'était jeudi, avec une baisse de plus de 1,5%. Un rebond vendredi. Donc la volatilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une certaine angoisse dans l'esprit des investisseurs et le genre de nouvelles par rapport à Hong Kong, évidemment, ne fait que favoriser ce qu'on appelle le dérisking des portefeuilles. Donc on se réfugie et on se réfugie dans des assets qui sont moins risqués. On voit ce matin par exemple un beau rallye obligataire aux États-Unis, surtout sur le long terme. Oui, effectivement, un 10 ans américain qui recule. Alors on voit d'ailleurs des divergences sur le marché obligataire qui sont en train de se creuser, puisque par exemple nos taux périphériques nous sont en train de progresser. Donc on a des ventes d'obligations souveraines périphériques en Europe, alors qu'on continue d'acheter le Bund allemand, l'obligation à 10 ans allemande, ou encore le 10 ans américain. Cet après-midi, Grégory, on a des futurs américains qui sont orientés à la baisse, et on a eu quelques statistiques là qui sont tombées il y a une demi-heure chez vous avant l'ouverture, des statistiques toujours importantes qui sont très regardées par la Réserve fédérale américaine, savoir comment se sont comportés les ménages au cours du mois d'août. Écoutez, c'est encore la preuve de la décorrélation de l'économie réelle avec les marchés, parce que ces statistiques étaient très bonnes en fait. Vous avez une hausse de 0,5% des dépenses des consommateurs, c'est au-dessus de ce qui était attendu. Une hausse de 0,3% des salaires, c'est une progression des salaires au mois précédent. Tout ça, c'est plutôt bon signe. Un taux d'inflation, le PCE, ce que regarde la Fed, à 1,5%. Donc c'est des niveaux qui commencent à être assez confortables. 1,5% d'inflation, on peut plus du tout parler de déflation ou de risque de déflation. Tout ça se reflète donc pas du tout sur les futurs. Et à noter surtout que ces futurs américains, si on regarde sur le S&P 500, sont exactement entre la moyenne à 50 jours et la moyenne à 100 jours. Donc ça, c'est un peu deux tests sur lesquels on a rebondi ou qu'on a heurté ces dernières séances et qu'on va de nouveau sûrement frôler durant la journée aujourd'hui. Bon, on suivra l'ouverture dans une vingtaine de minutes. Grégory, on vous retrouvera un peu plus tard, juste après, d'ici 40-45 minutes pour voir avec vous le premier quart d'heure de cotation. On attend du rouge. Donc pour recommencer cette semaine à Wall Street, Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services. Aurélie Planex, on poursuit ce journal avec vous et le dossier Air France avec un trafic qui s'améliore doucement au sein de la compagnie. Vraiment de soutien pour nos marchés européens du côté de Wall Street. Après 20 minutes de cotation, Grégory Volokin, on vous retrouve sur place à New York chez Mescard Financial Services. Rebonjour Grégory, effectivement c'est un début de semaine un peu compliqué, que ce soit en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, si on regarde, c'est un peu ce que disait votre dernier correspondant, si on regarde la réalité, les choses vont quand même très bien. Donc les marchés qui ont toujours l'habitude de se faire peur, il faut absolument qu'ils regardent ce qu'il se passe du côté de Hong Kong aujourd'hui. Non pas parce que le marché s'inquiète de la situation politique, mais surtout s'inquiète des retombées économiques potentielles. Les États-Unis ont quand même besoin d'avoir des partenaires commerciaux en bonne santé. L'Europe, c'est pas vraiment le cas. La Chine a un taux de croissance qui est en train de ralentir. Hong Kong est une très grande place commerciale. Tout événement négatif a quand même évidemment un impact, mais je dirais surtout un impact pour le moment sur la façon dont les investisseurs voient le risque qu'ils veulent prendre à l'intérieur de leur portefeuille. Aujourd'hui, ils veulent vraiment pas prendre de risques. Bon, effectivement, on revient en mode risk-off. Là, on a un marché qui est redevenu un peu binaire ces derniers temps. On voit d'ailleurs le 10 ans américain qui recule assez nettement, Grégory. Alors que vous le disiez, la reprise économique s'installe. En tout cas, le dernier flot de statistiques qu'on a eu avant l'ouverture de Wall Street était plutôt bon. Sur la situation des ménages et le comportement des ménages au mois d'août, c'était plutôt bon, ça allait plutôt dans le sens d'une remontée ou d'une normalisation de la politique monétaire de la Fed. Pour autant, les taux américains reculent.
Oui, alors les taux reculent parce que ça c'est vraiment le réflexe de la sécurité. On achète du dollar et avec ce dollar, qu'est-ce qu'on fait? On investit dans des instruments qui sont non seulement sûrs, c'est les treasuries américaines, mais qui sont en fait beaucoup plus élevés au niveau du rendement que leurs homologues européens. Donc c'est un bon pari. Et comme on le disait tout à l'heure, tout le monde va dans ce sens-là en ce moment. Il faut dire aussi que ça arrange beaucoup la Fed, et ça arrangera beaucoup la Fed parce que si la Fed maintenant peut resserrer un peu les taux courts, alors que les taux longs attirent des capitaux étrangers, c'est très favorable pour l'économie. Regardez par exemple, si vous pensez aux emprunts immobiliers, aux fameux mortgages, ils sont pas du tout basés sur les taux courts, ils sont basés sur les taux à 10 ans, à 20 ans. Si ces taux continuent à baisser, c'est favorable pour tout un secteur qui est celui de l'immobilier. Bon, sur les statistiques concernant les ménages, on a eu les dépenses de consommation, les revenus, les prix également là que nous disent cette série de statistiques publiées ce matin chez vous, Grégory. Au niveau des revenus, ils augmentent petit à petit. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas une explosion au niveau des salaires, ce qui est plutôt potentiellement favorable aussi pour les marchés. Donc 0,3% de hausse des revenus, c'était 0,2% le mois dernier. Par contre, les dépenses augmentent plus fort, même un peu plus fort que prévu, avec 0,5%. Alors d'où vient cet argent? C'est clair. Le taux d'épargne, de nouveau, diminue un peu aux États-Unis. On est passé de 5,6% à 5,4%. La baisse d'un taux d'épargne aux États-Unis de la part des individuels et des épargnants est un bon signe. C'est un signe de confiance dans l'avenir, un signe de confiance dans l'économie. Évidemment, aujourd'hui, les marchés ne regardent pas du tout ces données positives. Bon, autre signe qui est interprété comme un bon signe, un signe de confiance pour les marchés, c'est toutes les opérations de croissance externe de la part des entreprises. Il y en a plusieurs par jour chez vous à Wall Street, Grégory. Là, il y en a quelques-unes aussi qui font l'actualité en ce début de semaine. Oui, alors une qui est relativement intéressante, par exemple, c'est Encana. Encana, c'est le plus grand producteur de gaz naturel au Canada. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent une compagnie américaine qui est positionnée au Texas et qui a des très gros gisements de pétrole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cours du gaz naturel, le prix du gaz naturel a tellement baissé qu'il faut que les compagnies qui sont spécialisées dans le gaz naturel très rapidement puissent se diversifier un tout petit peu pour pas subir cet impact négatif trop fort. Et puis aussi il y a des rumeurs, par exemple, rien n'est confirmé de ce côté-là, que DreamWorks, vous savez le studio qui était un spin-off de Disney, un studio de cinéma qui avait créé des films tels que Shrek, Madagascar, que DreamWorks donc serait racheté par SoftBank. Pourquoi on pourrait dire que c'est possible? Pour DreamWorks, en fait, c'est assez difficile de rester indépendant. Leur capitalisation en bourse, c'est 2 milliards de dollars, mais ils dépendent surtout pour leur cash flow de succès de box-office. Et justement, je vous disais, au box-office, les derniers succès, c'est quand même il y a quelques années pour DreamWorks, avec justement des films tels que Madagascar. Ces dernières années, l'année dernière, il y a 2 ans, ils ont eu plutôt des flops. Donc, avoir derrière eux peut-être un fort conglomérat japonais pourrait être positif. Oui, ce serait une assise financière avant tout, Grégory, parce que SoftBank, on le connaît pas très bien, mais ils sont surtout présents dans les télécoms. Enfin, c'est en tout cas dans la partie télécom qu'on les connaît, notamment aux États-Unis. Grégory, ils ont un savoir-faire en matière de cinéma, de dessin animé, ou est-ce que justement ils veulent aussi de leur côté ajouter une brique à leurs activités? Oui, alors SoftBank a déjà des investissements en Chine dans la production de films. Et d'ailleurs, SoftBank est le plus gros actionnaire de Alibaba. Ça, il faut pas l'oublier. C'est de là que vient en gros tout l'argent de SoftBank. SoftBank possède Sprint, la compagnie de téléphone. Alors je dirais non, SoftBank n'est pas spécialisé dans les médias. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que DreamWorks a fait plusieurs joint ventures justement avec des studios à Hong Kong et en Chine dernièrement. Donc, ça indiquerait plus la volonté d'un DreamWorks d'aller où il y a encore un fort potentiel de création, surtout d'un nouveau public qui est ce public asiatique. Bon, un dernier mot, parce que ça a été évidemment l'événement de l'après-midi, vendredi dernier chez vous, Grégory, le départ surprise de Bill Gross, donc le gérant star, le gérant vedette de PIMCO, le plus gros gestionnaire de dette au monde, 2000 milliards de dollars, je crois, d'actifs sous gestion, principalement en dette souveraine ou dette d'entreprise.
Bon, où est-ce qu'on en est? On a déjà eu pas mal de retraits, je crois, des fonds de PIMCO. Alors déjà depuis plusieurs mois, mais ça s'est accéléré sur la seule journée de vendredi, semble-t-il. Oui, alors on a l'impression que rien que vendredi, 10 milliards de dollars sont sortis de PIMCO. 10 milliards, comme vous le dites, par rapport à 2 trilliards, c'est pas très important. Mais c'est un mouvement qui risque de se poursuivre parce que beaucoup d'investisseurs investissaient chez PIMCO vraiment à cause de la personnalité de Bill Gross. Il faut savoir que même si ces 2 dernières années, il s'était plutôt trompé sur ses prévisions sur la marge des taux d'intérêt, il a quand même un track record, comme on dit, absolument fabuleux sur 20-25 ans. Une chose à noter, c'est que justement, il gérait ce qu'on appelle des closed-end funds, qui sont en fait des portefeuilles obligataires qui sont traités comme une action. Et ces closed-end funds avaient, grâce à la signature, grâce au nom Bill Gross, avaient des prix qui étaient bien au-dessus de la valeur du sous-jacent. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que ces fonds donc de PIMCO sont en train de plonger. On a eu des baisses de 10-15% sur ces fonds vendredi. Oui, c'est vrai que selon certaines estimations relayées par des agences de presse aux États-Unis, certains estiment que PIMCO pourrait subir peut-être une centaine de milliards de dollars de rachats, de sorties de fonds. Donc on serait vraiment quand même sur des sommes là relativement importantes, en plus de l'argent qui a déjà été sorti des fonds PIMCO depuis plusieurs mois et plusieurs trimestres maintenant. Merci beaucoup Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services à New York. Bientôt 16h, le journal de l'économie à suivre, mais tout de suite on se reconnecte au marché avec une séance compliquée pour commencer la semaine, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Aujourd'hui, 3 millions de personnes sont directement ou indirectement touchées par la maladie d'Alzheimer ou par une maladie apparentée. Ces maladies nous concernent tous, quel que soit notre âge. Pour aider les personnes malades et leurs familles à affronter cette terrible épreuve, soutenez l'association France Alzheimer et maladies apparentées qui se bat à leur côté depuis près de 30 ans. Rendez-vous